Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo pour lire le début, en tout cas, du roman que j'ai écrit, qui a été publié et qui marche plutôt bien pour les retours que j'ai. Voilà, donc si je le lis, c'est d'abord pour faire partager aux gens qui n'ont pas forcément le temps de regarder, qui n'ont pas forcément le temps de te renseigner sur ce que j'ai écrit. Donc c'est vraiment un partage, c'est vraiment pour donner de la bonne humeur aux gens. Voilà. Et puis dans un second temps, c'est aussi pour expliquer un peu de quoi ça parle, parce que finalement c'est toujours bien de faire des vidéos explicatives sur le sujet, mais c'est le mieux c'est encore de lire. Donc voilà, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais lire un chapitre ou deux, j'ai pas encore décidé, mais en tout cas ce sera le début. Voilà, c'est le début. Donc, Les Incognitos, tome 1, Le Traquenard. Charline Martinez, évidemment. Préface. Je viens tout juste de terminer la lecture de Le Traquenard de Charline Martinez. Bien qu'il s'agisse d'un premier roman, je dois dire que je ne l'ai pas lâché et l'ai lu d'une traite. L'écriture est vive et rythmée, le récit tant par sa forme que par son fond fait preuve d'une belle originalité. Ce roman est de son temps, dans sa thématique et dans son procédé d'écriture. Par exemple, sa vision du futur est bien celle d'un jeune auteur. La composition tout en ellipse et alternant différentes techniques de récit emprunte une forme cinématographique et diversifiée. On l'aura compris, j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage. Je forme des vœux pour qu'il puisse rencontrer un lectorat nombreux et large. Pour cela, bien sûr, il doit être publié. Pour cela, il faut l'audace d'une maison d'édition. Certaines l'ont eu avec raison. Je pense au premier roman de Édouard Louis. Au regard du succès remporté, je ne pense pas que Le Seuil ait regretté son choix. Voilà donc ce que je souhaite au traquenard et à sa jeune écrivaine, André Fornier. Avant-propos. Et comme le disait Joseph Fort Newton, les gens se sentent seuls parce qu'ils construisent des murs au lieu de construire des ponts. Alors mon jeune frère, je te prie d'accepter ce présent cadeau qui porte le trésor de la famille et de la fraternité. Le tumulte, chapitre 1. Bonjour. Je suis né un lundi de novembre l'année suivant 2020. Je recommence quand même. Bonjour, je suis né un lundi de novembre l'année suivant 2020. Ma mère s'appelle Ornia, mon père Marco, et mon petit frère porte le magnifique prénom de Ludovic. Ensemble, ils forment une si belle famille. Oui, je dis ils car depuis quelque temps je ne vis plus avec eux. Les événements actuels nous ont arrachés les uns aux autres et c'est aujourd'hui le cœur serré que je poursuis ma route en leur absence. Le lieu de ma naissance n'a pas d'importance, la date et l'année non plus, mais la météo aussi. Je suis né à l'instant même où sous un soleil rayonnant, le premier flocon de neige tomba sur le bitume. Et c'est depuis ce jour que j'ai ressenti ma différence. Elle est semblable au printemps et à l'hiver, incarnant toujours ce mélange de sensibilité et de froideur, se plaisait à dire ma mère. J'habite un monde révolutionnaire, un monde où policiers et brigands, juges et pénitenciers dînent ensemble. Un monde qui tourne à l'envers, et l'envers de ce monde n'est que calvaire. J'habite là, au milieu de nulle part, une grande baraque en briques située au cœur d'une ruelle paisible. La chambre à l'étage est occupée par Melvin, mon cousin. Celles du rez-de-chaussée nous sont réservées, ma cousine et moi. Loana a 8 ans seulement. Petite, blonde et chipie, ses yeux bleus foncés ont de quoi surprendre le passant, tout comme ses belles anglaises en mèche sur son front. Nos 10 années d'écart se soldent souvent par des après-midi agréables, à mettre du vernis à ongles et à jouer aux poupées. De nature sportive et de caractère plutôt dynamique, ces moments ne sont bien sûr pas mes préférés, mais qu'importe. J'aurais tout donné pour contempler une fois de plus ce sourire angélique sur les pommettes rosées de Loana. Une voix glaciale retentit. Madame, monsieur, l'heure est grave ce matin. À Paris, le leader banquier chinois vient d'être attaqué par les webpowers. Le message divulgué est clair. Les injustices monétaires doivent cesser. Par sécurité, toutes les institutions publiques de la capitale ont été fermées. Les forces de l'ordre ont d'ores et déjà mis en place des barrages contrôlant ainsi les flux de population. Seuls les services d'État, à savoir police, armée, pompiers et dérogations particulières, sont autorisés à circuler. Le pays prononce en ce moment même des appels à l'aide internationale se disant désemparé et sans voix face à une menace inattendue. Plus d'informations d'ici quelques minutes avec Mary et Louise, reporter, Agence France-Presse, 23 01 2038. Je sortis de la cuisine en gravissant les escaliers de bois vernis. La radio allumée en contrebas résonnait dans ma tête et les témoignages affolés des auditeurs se succédaient les uns aux autres. Je passais devant le tableau qu'avait peint mon oncle des années auparavant et arrivais sur le palier. Avant de pousser la porte, j'hésitais, en contemplant ces murs gris et froids que je connaissais par cœur. J'avais peur. Comme un vase que l'on aurait brisé, mon visage s'était peu à peu décomposé, laissant cette marque gravée sur ma peau, la marque du temps, de notre époque malade. J'entrai, le parquet craqua et Melvin se retourna brusquement. La machine est lancée, comme une bombe, difficile à désamorcer. Il avait dit ça en simple constat, sans réellement y penser. Un éclair traversa les pupilles émeraudes du rouquin, qui s'approcha doucement. Il était beau, mon cousin. Des cheveux ébouriffés, un nez fin orné de taches de rousseur, une chaîne argentée autour de son cou sur le haut d'un torse musclé et pâle. Une belle stature et une maturité en berne, malgré ses 19 ans bien avancés. Il me tendit une BD, effaçant à ce geste l'angoisse et la lourdeur qui régnaient au domicile. Le père de Melvin était architecte de métier et vivait ici, dans le sud de la France.
12h55, la porte d'entrée s'ouvrit. Je descendis saluer Geoffrey. D'où venait-il? Personne ne le savait. Et c'était ainsi la règle d'or, nul ne posait de questions. En entrant, l'homme jaugea d'un œil averti les mets qui l'attendaient, une délicieuse tarte aux fruits de mer et une salade de pâtes. C'était appétissant et j'avais préparé le repas avec amour. J'enfilai ma veste prête pour mon unique rendez-vous de la journée et poussai bientôt la porte en métal du gymnase. Mon ami m'attendait avec dans ses mains un bout de corde libre déjà relié à son baudrier via le système d'assurage. J'arrive, j'arrive. J'étais légèrement en retard. Pas beaucoup, certes, mais sûrement quelques secondes ou minutes de trop. Ma montre affichait leur pile, mais les chiffres digitaux excellaient dans leur paresse, une certaine lenteur de mise à jour, et, depuis un an que je m'en plaignais, je ne m'étais toujours pas décidée à changer l'appareil défectueux. Je m'équipais en un temps record et jetai par mégarde quelques dégaines au sol ainsi que mon sac de magnésie. La poudre blanche, s'en échappant en traînée blanche, et toxique. Ma partenaire rigola. Elle avait 25 ans, l'étoffe d'un garçon manquait et beaucoup, beaucoup trop d'assurance. Je ne suis pas en avance, désolée. On grimpe dans quoi? Bien entendu, je parlais de la cotation de voies, pas de la surface à escalader, bien que les poutres en métal rouillé du plafond m'attiraient plus que n'importe quel domaine ou site d'escalade reconnu. Ma partenaire désigna un parcours fait de prises blanches et nous montâmes ainsi avec succès, toutes deux et progressivement envahies d'une lourde charge de lactique. La séance arriva à son terme. Les performances avaient suivi et désormais les exploits n'étaient plus très loin. J'étais donc satisfaite sans vraiment me l'avouer, parce que j'avais cette pudeur, dureté implacable à l'effort, la volonté de garder mes progrès silencieux, tout en ayant conscience de mes faiblesses. Ce bilan était utile pour progresser, et je le dressais souvent. Le poids de l'effort se manifestait déjà, et c'est pourtant maintenant que tout se jouerait. J'enchaînerai une dernière voie et capitulerai sur le final. C'est reparti. Je dépose mes mains sur le mur et débute mon escalade. Mes réserves sont moindres et je clique la troisième dégaine avec aisance sous le toit qui s'annonce rude. Mes bras tremblent, mes jambes avec et je souffle en réajustant ma posture sans grande finesse. Mes doigts blancs et crispés glissent fatalement sur la prise ronde et je chute dans un spectaculaire jeté. Merde. Je rouspète encore un peu, puis remarque que mon oncle attend au loin, les bras ballants et le regard vide. Il est sûrement pressé de rentrer. À la maison, il y fait bon vivre et cette gaieté me réchauffe le cœur. La cheminée crépite, les lampes éclairent chaudement les tapis de bête et la pendule frappe ses derniers coups en attendant le soir. Je m'installe dans un fauteuil en cuir râpé, un peu usé par les années et ferme les yeux. Un grincement, des voix. La porte s'ouvre, ma tante rentre du travail et pose son sac, ses affaires trop lourdes pour elle. Dans la pénombre, j'aperçois son visage. Ses yeux ne sont pas maquillés comme à son habitude, son rire ne résonne pas dans le hall. Et ses cheveux trempés ont été mouillés par la neige éparse et trop fondue qui s'abat encore fatalement sur le bitume d'Aix-en-Provence. La bonne femme me sourit et halète encore en raison du froid mordant et des coups de vent qu'elle a dû prendre en pleine face. Peut-être même qu'elle a couru, juste pour se réchauffer, ou rentrer au domicile avant la tombée de la nuit. Je n'en serais pas surprise. Elle tourne la tête et demande. Tes parents attendent des nouvelles. Écris une lettre pour l'Autriche. Je ne sais pas d'où lui vient cette idée. Je lève les yeux au ciel, hausse des épaules et tout saute d'embarras. De toute façon, la webcam est trop risquée. Les webpeurs ont piraté les ordinateurs de toute la ville et possèdent de nombreuses données. Seul le PC de mon cousin, crack en informatique, fonctionne encore librement. Je n'aime pas écrire. J'emprunterai l'ordinateur de Melvin pour reprendre contact. Ma tante désapprouva. Mais Anna, je sais que ces hommes sont des assassins, mais c'est aussi pour réveiller une génération naïve et bernée par le bonheur d'Internet. Une poignée d'hommes et de femmes conservent le silence parce qu'ils possèdent des moyens autres de protéger leur intimité. Mais depuis des années, tout a été fait pour nous diriger. La télévision ne diffuse plus que des feuilletons ineptes pour camoufler les véritables informations. Les radios se sont recentrées uniquement sur la musique et les jeux adressés aux fans. Et dans les écoles, les tablettes tactiles et leçons numériques créent un réel buzz en apprenant aux enfants comment penser et que penser. Cet endoctrinement est nocif à la société et depuis des années, les hackers gèrent nos vies, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Depuis le salon, Geoffrey observait religieusement la scène, le dos droit et l'œil suspicieux. Anna, qui donnait toujours l'impression de découvrir le monde, et moi, que ça agaçait prodigieusement. Pourtant, la révolte me tentait. Je voulais lutter, m'imposer, affirmer mes choix, exprimer mon mécontentement, ou alors faire valoir mes droits de citoyenne. Mais je laissais ce combat aux adultes expérimentés. Je m'endormis donc sur ces mots-là, ceux qui reflétaient avec amertume le quotidien d'une année 2038 bien morose et trop hivernale à mon goût. Le lendemain. Désolée pour le réveil matinal, j'ai besoin de ton téléphone portable. Lassée, je désignai la commode en bois brut au fond de la pièce. Il était tôt, je fermai les yeux. À croire que les efforts de la veille m'avaient fracassée et j'avais les bras en compote, le dos courbaturé et l'esprit noyé d'hormones, qui à elles seules me rendaient trop paradoxale, ce matin-là. Geoffrey grogna quelques mots, ouvrit l'ensemble des tiroirs et trouva le précieux. Ton portable était tracé et tes conversations enregistrées. Il avait sa tête des mauvais jours, un peu comme lorsqu'il revenait de ses séances hebdomadaires de plongée sous-marine au lac le plus proche, et qu'il avait cruellement manqué de gravité, d'air pur et de joie terrestre. Il posa le téléphone au sol et sauta dessus. Tu es ma nièce, marmonna-t-il.
J'ai bien peur que ce détail ait de l'importance. Les webpowers maudissent la liberté individuelle ou collective. Ils instaurent des stratégies de surveillance et de manipulation pour garder la main mise sur le peuple et sèment par ce biais une forme de terreur silencieuse, vicieuse, connue seulement de quelques minorités. Tout cela explosera d'ici peu au grand jour et ce sera le début d'une nouvelle ère, une guerre numérique, civile et meurtrière. Mais j'oubliais. Ce soir, je ne serai probablement pas rentrée. Tu récupéreras Loana. Le moral bas et le cerveau en ébullition, je descendis prendre mon petit déjeuner. Mon oncle fit couler 2 cafés, s'habilla et sortit. Lorsque l'horloge frappa ses 19 coups, je regagnai le hall d'entrée et m'habillai chaudement. Cette année, le mois de novembre était rude et les températures ne dépassaient pas les -2 degrés. Je m'activai donc tout en songeant aux remarques de mon ancienne institutrice sur les variations climatiques opérées ces derniers temps. Il faisait de plus en plus froid, et le climat provençal avait malheureusement perdu de sa réputation. J'enfilai un pull marron et me munis d'un manteau épais. Une écharpe bleu foncé vint couvrir mon cou, une paire de gants violets couvrir mes doigts, et j'enfonçai frileuse mes pieds dans de chaudes bottes de neige. À ce soir, Melvin, et au passage, c'est à toi de préparer le repas. Pizza décongelée. Dehors, les trottoirs verglacés étaient glissants et je m'efforçais de conserver une attitude correcte. Correcte parce que j'étais agacée. Agacée par tant de faits et tant d'angoisses, agacée de croiser des passants apeurés par l'horreur, des enfants tremblants dans les bras de leur mère, des visages marqués par la souffrance et l'inquiétude de chaque jour. J'enjambais des débris de verre dispersés au sol et rentrais dans un bâtiment. Quand soudain, ma vie bascula. L'alarme fut déclenchée, insupportable, répétitive et angoissante. Je tiquais. La radio, il fallait la radio. Je connaissais la situation. Dehors, les gens se bousculent, les cris retentissent et les premières forces de police débarquent. On parle au porte-voix. On demande le calme, et l'on commence même à évacuer. Mais soudain, le sol se soulève et tout devint noir. Noir comme dans un tunnel sans fin. À l'école de danse, Loana n'eut pas le temps d'écouter son professeur. Un bruit sourd retentit et les enfants se mirent à courir dans tous les sens. Elle-même, effrayée, se réfugia sous une table de bois. Ses petites mains plaquées sur ses cheveux blonds, l'enfant pleura. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la lumière s'était éteinte, ne laissant pour éclairage que la lueur du ciel gris filtrant à travers les fenêtres fermées. Une porte s'ouvrit à la volée, des uniformes apparurent, des voix résonnèrent, et des lampes torches éclairèrent sa frimousse. Elle ne comprit pas. Elle ne voulut pas comprendre. Sa cousine viendrait-elle la chercher? Non, elle ne viendrait pas. Elle ne viendrait plus. Des bras solides la soulevèrent, un homme lui parla, on la mit dans un camion blindé auprès d'autres enfants et le moteur démarra. Où c'est qu'on va? L'un des soldats ôta son casque et ses joues creuses l'effrayèrent. Sous des cheveux noirs épais, un magnifique regard bleu la fixait et captivée. La petite le regarda encore, un malicieux sourire sur le bout de ses lèvres. Elle se perdit un instant dans les yeux de son sauveur. Mais c'était un regard vide, vide de sens et vide de vie. Elle offrait de la reconnaissance à une machine de guerre, un individu programmé pour tuer. L'innocence d'un esprit contre les démons d'une vie, Loana ne comprendrait pas tout ceci. Et c'était le 13 décembre, un jour banal comme tant d'autres, qu'un immeuble s'était effondré sur moi. Mes yeux s'étaient maintenant fermés et je laissais mon corps s'enfoncer dans les abysses d'un sommeil trouble. L'horizon clair se déchaînait sous mes paupières et je revivais les souvenirs heureux d'un passé lointain. Je dois lutter, me souvins-je, ne pas céder à l'arnaque d'une mort grisante. Je pleure, toujours muette. À ce corps figé dans les pointes acérées des débris, je lui crie de se relever, de son coup porté en machine infaillible, plus puissante que ma simple volonté. Mais je ris, parce que je suis vivante. J'ouvre des yeux collés de crasse, un liquide poisseux dégouline sur mon bras et l'on demande. Il y a quelqu'un? Je suis trop faible pour répondre mes mots, inaudibles, et dans ce taudis poussiéreux, l'inertie, la douleur et la chaleur me sont insupportables. Je soulève un bloc de pierre, puis un deuxième, et là, comme si l'adrénaline avait vaincu le froid dans son anesthésie, comme si la fatigue rendait mon corps indolore, je poursuivais mon ouvrage au milieu des étagères fracassées, des échardes piquantes et des morceaux d'acier courbés. Puis, seule et abandonnée de tous, je perdis la notion de temps comme d'espace, fatalement condamnée et allongée face au désespoir. Je posai mon regard sur lui, petit bout de ciel gris perçant l'horizon terne et sagement immobile derrière les montagnes de débris enchevêtrés. Il me paraissait si loin. Je pris une bouffée d'air pur, plaisir dérisoire, et les minutes, bientôt les heures défilèrent. Il était tôt, ou il était tard. L'heure avait cessé de tourner, et peut-être qu'au dehors ce monde d'inégalité et de frayeur m'attendait. Mais c'était sûrement une humanité dépravée et sans intérêt. Ah, enfin, tu es là. L'homme de front et proche de la trentaine paraissait fatigué. Lorsqu'il décala le bloc de béton de quelques centimètres, il passa un doigt sur sa bouche et me hissa à la lumière du jour. Le spectacle que j'y découvris était bouleversant, car trop de ruines jonchaient le sol et trop de montagnes de ciment s'entassaient près des chars militaires. Ne restons pas là. L'homme me porta et nous quittâmes les lambeaux urbains. L'air était froid, mordant et le vent levé laissait virevolter les feuilles marron au-dessus de nos têtes. Cette poussière soulevée des entrailles de la terre attaquait les pores de nos peaux et l'homme me déposa dans un coin de verdure au cœur d'un parc ravagé. Ici, les bancs n'étaient devenus que de vulgaires planchers axés, entassés au sol et les magnifiques arrangements floraux avaient été soufflés, ne laissant à nu qu'un simple amas terreux. L'État, devança-t-il. Il y a un centre de secours installé hors de la ville. Regagne-le. À ces mots, l'homme disparut dans le brouillard. Attendez, l'appelai-je à bout de force.
Il fit volte-face. Sa silhouette dessinait de simples contours sur l'horizon brumeux, et, déstabilisant de charisme, il s'approcha. Il avait des yeux clairs de félin et un visage tiré, dissimulé sur le haut de cheveux foncés et lisses, mouillés de chaud. Il revint sur ses pas, lui qui puait la sueur et la crasse, et je le suivis dans sa longue marche. Mon pied, marron de sang coagulé, laissait s'infiltrer en moi une douleur intense, et pour ne rien arranger, des gargouillements gênants rompaient le silence blafard. L'homme s'arrêta près d'un arbre, disparut sous les restes d'un canapé en cuir, et revint quelques instants plus tard, un paquet de gâteaux et une boîte de sardines cabossées en main. Je saisis la nourriture, affamée. Rien de faillible en toi, épatant. Je m'appelle Thaïlis. Toute froideur conservée, l'homme hocha la tête, s'agenouilla et fixa mes yeux bleus. Son genou à terre tremblait dans une mare de boue, son haut était délavé et le vent hérissait sa chair à chaque bourrasque. Il porta une main chaude à mon front et murmura quelques mots apaisants avant de sa bouche fine qui couvrait ses dents magnifiquement blanches. Sa douceur était déconcertante, sa chaleur pénétrait mes entrailles et ma tête alourdie tomba fatalement sur l'avant, toute défense anéantie. Je déconnectais du réel sans y prendre garde, paupières closes et lentement fermées. Dors bien. L'homme rattrapa la jeune femme dans ses bras et contempla les mèches de cheveux blondes qui ornaient son visage sale. Elle était belle, une stature finement musclée, des bras joliment dessinés et de multiples taches de rousseur sur un nez recouvert de terre grisâtre. Tout chez elle incarnait l'être fragile pourtant si fort, et la jeune femme contradictoire que beaucoup ne comprenaient pas. Il passa un bras sous sa nuque écorchée, l'autre sous ses genoux, et ramassa ce corps alourdi par le poids du sommeil. Durant de longues minutes et sous une pluie fine, il marcha. Désinvolte face aux atrocités enjambées, il poursuivit le cœur froid et l'œil sévère la route qui le mènera à son but. Il écrasa une masse inerte couchée sur le sol, et s'excusa face à la dépouille animale. Horreur de guerre, il s'était lassé de ce spectacle, et plus loin, une maison attendait que l'on frappe à sa porte. Ce qu'il fit. Excusez-moi, je reprends juste un petit peu mon souffle et ma voix. Parce que c'est juste une petite parenthèse, voilà, c'est le début du roman que j'ai écrit du coup. C'est un peu dur, c'est un peu trash le début, et c'est aussi dur dans la complexité de l'écriture que dans la lecture, que même dans les horreurs qui sont un peu racontées, parce qu'évidemment c'est un contexte 2038, un contexte d'attentat, un contexte de hacking, tout ça. Donc c'est très difficile à lire, honnêtement. C'est plus simple à, c'est plus simple à écrire qu'à lire. Voilà, donc j'en profite juste pour faire une petite pause et reprendre un peu mon souffle, mais pour ceux qui suivent et qui ont apprécié, je vais lire la suite, hein. Pas de souci, je me repose juste un petit peu et du coup, bah, je vais partager ce moment-là avec mes spectateurs, spectatrices, je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais reprendre un peu plus haut. Donc, plus loin, une maison attendait que l'on frappe à sa porte, ce qu'il fit. Donc, ce qu'il fit, c'est l'homme, hein, qui est, voilà. Que nous apportes-tu là? L'individu était âgé et son visage marqué par le sourire froid des anciens combattants. Une jeune fille, elle est blessée. L'homme se redressa, fatalement agacé. La dernière fois, commença-t-il, tu nous as rapporté une suicidaire. 2 mois plus tôt, un drogué, poursuivi par la mafia. Maintenant, une adolescente couverte de sang qui m'a franchement l'air bien morte. Sincèrement, mon grand, tu confonds notre organisation mondiale avec les urgences. Je vais m'en occuper, puisque c'est ça. Vous n'avez pas de cœur. Et c'est le lendemain à l'aube que je me réveillai, crevée, douloureuse et brûlante de fièvre. La sueur perlait sur mon front et roulait sur mon visage, attaquant ainsi les pores de ma peau et les quelques égratignures à vif. Je toussais, tentais de me redresser, mais l'effort était laborieux et au final c'était un véritable supplice. J'agrippais le lit et ses barreaux métalliques, grognais quelques insultes et m'assis enfin. Je fermais les yeux, saisi d'un vertige, et sursautais lorsqu'une main autoritaire me plaqua sur le lit. Large et musclé, elle composait le corps d'un homme rustre. Tout va bien. Sa voix m'était familière et je déposai ma tête sur l'oreiller. Un bandage enveloppait mes côtes, quelques pansements couvraient mon corps et au loin, je détaillai une silhouette athlétique, une femme aux cheveux noirs, à la peau claire et au visage dur. Elle n'avait d'ailleurs pas l'air très commode. Je toussai à nouveau et des milliers d'aiguilles transpercèrent ma cage thoracique, laissant un rictus amer se dessiner sur mes lèvres entrecoupées. Bois. Je renversai le liquide sur la banquette. Ce n'est rien. Au son de ces dernières paroles, le mal s'en était allé. L'homme détourna son regard du mien et je mastiquai avec difficulté le morceau de pain qu'il m'avait donné. L'inconnu s'éclipsa ensuite comme il était venu et je me rendormis. Le jour suivant, les volets furent ouverts de bonne heure et je clignai doucement des yeux. Lui, il était toujours là, immobile et silencieux. Il s'approcha doucement, posa sa main sur ma cheville et défit le bandage qui l'entourait. C'était un triste constat. Au creux d'un pansement amoché, une plaie large et sanguinolente fendait ma peau en 2 morceaux distincts. Mais comme à son habitude, l'homme resta silencieux. Où suis-je? En sécurité, lève-toi, coupa-t-il, peu enclin à la discussion. Alors je suivis l'homme en cuisine. C'était une pièce sombre, éclairée par l'unique ampoule d'une lampe suspendue au plafond. Un intérieur vieux et moche, une cafetière posée dans un coin, des rideaux attachés aux fenêtres de bois, rien de très décoratif.
Quant à la table en métal rouillé, elle trônait au milieu de nulle part, dans ce centre de pièces vides. D'ailleurs, une femme s'était penchée au-dessus et me fixait. Bienvenue à toi, Mac Davis. Tu es chez notre commandant. Thé, café? Son sourire des plus satisfaits me glaça le sang. Nous sommes des gendarmes retraités, nous avons monté un réseau de résistance, dont plusieurs camps d'entraînement tiennent lieu de bases secrètes et de points de ralliement, ici comme à l'étranger, expliqua l'homme. Le gouvernement ne connaît en rien notre existence et seules quelques organisations secrètes possèdent des dossiers incomplets. C'est le cas du FBI et de la CIA. Je pris place sur une chaise. Vous connaissez forcément Geoffrey. Oui, le nom de famille inscrit sur ta carte d'identité m'a mis la puce à l'oreille, et j'ai de suite fait le rapprochement. Ton oncle vient d'être porté disparu, tout comme sa femme et ses 2 enfants. En disant ces mots, l'homme fit quelques pas lents et déposa ses mains sur mes épaules. Il avait l'air grave, mais pour ma part, je n'étais pas inquiète. Mon oncle avait pris conscience de la gravité des événements et sans doute avait-il fui. C'était une bonne chose. Alec, conduis-la au camp. Le trentenaire approuva docilement et ouvrit la porte sur un chemin de terre séché par le gel. Au loin, les champs s'étendaient à perte de vue, derrière le brouillard bas qui rendait l'horizon nuageux et le vent glacial s'engouffrait parfois dans la bâtisse pour venir gifler mon visage. Nous allons traverser, ça ira? Sans se soucier de ma réponse, l'instructeur adopta un pas ample et long face au ventillon qui coupait la région et marcha ainsi sans s'arrêter durant 20 bonnes minutes. Il marqua enfin un arrêt, bref instant de répit pour ma cheville gonflée et d'un signe de menton, il indiqua l'usine au loin. C'est là-bas, on va là-bas. Alec n'avait pas grande conversation et reprit son rythme de croisière en traçant sa route sur les sentiers battus à travers les champs entre les rafales basses et les flaques gelées au sol, craquantes et traîtresses. J'inspirais une bouffée d'air frais et le regrettais aussitôt, sentant mes bronches et poumons s'enflammer. Ce qui pouvait faire froid, c'était diabolique. Nous sommes arrivés. Je levai la tête. Le camp d'apparence désaffectée me stupéfiait et au cœur des bâtiments, au centre du domaine autrefois industriel, le jeu de camouflage était parfait, l'insonorisation bonne, la discrétion relative au projet, et la périphérie laissée telle qu'elle, contrastait avec le centre récemment rénové, un vide sidéral, un lieu désert et abandonné qui résonnait comme une aubaine pour la résistance. Les souterrains font notre force, clama Alec. Et contre toute attente, il m'entraîna dans ses pas sans tarder. Une porte, 2 portes, quelques tunnels et derrière l'entrée finale, une pièce lumineuse aux murs blancs, grande et belle salle de musculation moderne. Au fond de celle-ci, des tapis mous juxtaposés servaient aux arts martiaux, et dans chaque coin, différents appareils étaient disposés. De quoi booster ses performances, fit-il. Mais aujourd'hui, les lieux étaient déserts. Bien, le sujet du jour est d'une importance capitale. Alec prit place sur une chaise. Ce sont des mots de présentation. Nous sommes dans l'une des 40 pièces aménagées et c'est peu si l'on note le nombre de résistants qui s'activent aux entraînements. Nous avons une salle informatique pour tous nos génies du web et des laboratoires de recherche scientifique. Nous disposons aussi d'un mur d'escalade, bien que ce dernier fût laborieux à installer, d'une piscine non chauffée, d'un parcours d'entraînement, d'un self et de dortoirs. En te récupérant dans les gravats, je ne pensais pas t'amener ici. Tes origines m'ont fait changer d'avis, car présentement tu es orpheline, tu es sous ma responsabilité. Aidez-moi à retrouver ma famille, dis-je simplement, la voix cassée par le gel au dehors. Nous ferons tout notre possible. Mais au fait, quel âge a ta cousine? Je l'observais tendrement, elle qui acceptait enfin de parler. J'étais son premier confident et ça se voyait. C'était perceptible. Ses yeux bleus rougissaient peu à peu au fur et à mesure que ses entrailles brûlaient de haine et de colère, ses lèvres tremblaient légèrement et ses mains froides se perdaient inlassablement dans sa tignasse blonde, comme si ce contact la rassurait. Je souris car m'occuper d'elle ne serait pas aisé. Arme en main, sac commando en place, je devrais rassurer une fillette qui ignorait tout de la mort. Voilà, donc je vais m'arrêter là, c'est le chapitre 1 que j'ai lu, donc après c'est quand même plus cool, enfin plus cool, tout est relatif, mais c'est quand même moins dur au niveau littérature. Et je pense que ça s'entend à la fin du chapitre, j'ai eu beaucoup plus de mal à mettre les mots dans le bon ordre, au bon endroit et à lire comme il faut, quoi. Voilà, c'est toujours très compliqué de lire un roman qu'on a soi-même produit. Là par exemple, ça m'a beaucoup fatiguée. Mais voilà, c'est plaisant, c'est très plaisant de d'écrire. Donc du coup, c'est plaisant de lire aussi, même si effectivement c'est un roman qui, comme c'est dit dans la préface en fait, euh, André Fornier m'a fait la préface et du coup il le dit très bien, c'est un roman qui est dense en fait, c'est un roman qui est rythmé, c'est un roman qui est cinématographique. Effectivement, je pense que ça s'entend dans le premier chapitre. Alors tout le roman n'est pas construit entièrement sur cette base-là, mais le début est quand même construit en récit alterné, en point de vue alterné. Et du coup, à la lecture, je pense que c'est peut-être un peu plus dur à comprendre. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je pense qu'il faut visualiser l'action, c'est quand même beaucoup plus simple. Et tout mon roman, tout le travail d'auteur que j'ai eu là-dessus a été construit sur la visualisation, je vais y arriver, pardon, mentale en tout cas, de ce que peuvent du coup imaginer les lecteurs ou les lectrices. Voilà.
Et dans le procédé d'écriture, il y a aussi une visualisation de toute façon, ça s'appelle l'imaginaire, hein. Donc chez les auteurs c'est classique, mais rendre cette imagination, cette visualisation possible, bien plus que d'ordinaire, parce que vraiment dans mon roman c'est vraiment très marqué, cette caractéristique-là, c'est pas chose aisée. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est aussi très compliqué à lire. À l'oral j'entends, hein, pas à lire comme ça, à l'écrit ça se lit très bien, mais faire une lecture orale c'est compliqué, parce qu'il y a différents personnages, il y a des dialogues forcément, et puis surtout parce qu'il y a cette succession, cette alternance en fait de passages. Donc voilà. Euh, voilà, donc c'est un roman qui, comme c'est dit dans la préface, qui est vraiment écrit de façon cinématographique. Et pour avoir eu plusieurs retours, c'est vrai que tout le monde me dit que ça fait quand même curieusement penser à 1984 de George Orwell, ou à d'autres romans, mais qui sont un petit peu sur le même principe, même si je rejoins pas tout à fait la vision euh, du monde de George Orwell, sur son œuvre en tout cas, mais en tout cas, je suis un peu perdue, je suis un peu fatiguée, mais ce que je cherche à dire, c'est que soit on compare ce que j'ai écrit effectivement à George Orwell, soit on compare ce que j'ai écrit à un très bon film de science-fiction, on me donne pas de titre ou de nom, mais on me dit toujours, franchement, ton bouquin, il est trop bien, mais en film, ce serait quand même mieux. Euh, donc, bah, je suis très embarrassée par rapport à ça parce que, ben, faire un film là-dessus quand on n'est pas connu en plus, voilà, bon, pour ceux qui veulent, je pourrais peut-être me lancer dans un projet de court-métrage, mais vraiment très court. Parce que voilà, faire même des courts-métrages sur un bouquin qui fait 466 pages, euh, c'est pas possible. Et puis il y a vraiment une continuité dans le développement, tout ça, enfin dans l'écriture. C'est une histoire qui est très complexe, c'est un roman qui est très complexe, qui a été très complexe à mettre en place. Le tome 2 va être tout aussi complexe parce que je suis quelqu'un de complexe, donc voilà. Et en même temps, les retours que j'ai, c'est waouh, c'est-à-dire c'est très complexe, mais en même temps, quand on le lit, ça devient simple. Donc je suis quand même très contente, hein, et il faut pas croire, je le dis rarement, je le montre pas. Je suis quelqu'un de très humble, mais je suis quand même très contente et satisfaite du travail que j'ai fourni, que j'ai fait, qui a été un travail de longue haleine quand même. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je me suis dit allez, voilà, je me suis un peu mis un petit coup de pied au derrière, hein, si j'ose le dire, pour lire le début de mon roman. Voilà, c'est le chapitre 1 et voilà, et je pense que je lirai des extraits ou peut-être que je continuerai à lire la suite, en tout cas pour ceux qui le veulent. Je verrai selon les commentaires, selon les retours, parce que des fois j'ai des retours oraux aussi, hein. Tout ne se passe pas que sur internet, et encore heureux. Donc je verrai ce que je fais, comment je le fais, comment je mets en place, si oui ou non je lis encore. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne lisent pas leurs ouvrages parce qu'ils partent du principe que c'est leur travail, et que donc si les lecteurs veulent pouvoir profiter de leur travail, c'est-à-dire de mon travail, je devrais forcément attendre que les lecteurs achètent mon roman et donc payent. Euh, Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai écrit ce bouquin pour partager. J'ai écrit ce bouquin pour faire rêver. J'ai écrit ce bouquin pour transmettre. J'ai pas écrit ce bouquin pour être payé. Et d'ailleurs, si j'avais écrit ce roman pour être payé, j'aurais un peu raté mes objectifs, parce que voilà, ça rapporte pas, hein, à moins de s'appeler je ne sais pas comment, et puis voilà. Non, il faut avoir beaucoup de chance, il faut être publié dans certaines maisons d'édition plus que d'autres, il faut être repéré parfois aussi, hein, c'est clairement une question de chance, c'est une question de chance, c'est une question de nom, c'est une question de feeling, c'est une question de beaucoup de choses. Donc voilà, je m'excuse, ce n'est pas un film, ça reste un roman. Je sais que beaucoup de gens voudraient que ce soit un film, mais bon voilà, je suis comme je suis, avec les moyens que j'ai. Donc je tiens à m'excuser pour ça, mais c'est pas de ma faute. Et puis toutefois, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à la partager aussi. Moi, ça me fera toujours plaisir de faire plaisir aux gens. N'hésitez pas. Et si vous souhaitez vous procurer ce livre, il est disponible sur toutes les plateformes informatiques, sur Amazon, Kindle, ceux qui boycottent Amazon, parfois il y en a. Il y a Kindle, la Fnac, enfin voilà, vraiment toutes les plateformes, pardon. Donc il est disponible en version papier ou en version EPUB, donc voilà, mais sinon, moi, si ça vous convient, si ça convient aux gens, je peux continuer à faire de la lecture
comme ça, oral et publier ça, mais c'est vrai que je pourrais pas lire 466 pages. Voilà, faut bien comprendre que je veux bien partager, je suis quelqu'un de très généreuse, hein. Moi, j'aime pas forcément que les gens achètent quand je peux partager, mais là, c'est vrai que 466 pages, si ça vous plaît, je pourrais pas les lire à tout le monde, quoi. Voilà, et même ça risque d'être compliqué. Donc j'ai un projet aussi de faire éventuellement ce livre en version audio, mais alors c'est un projet. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolée pour la qualité d'image, mais ce qui comptait là dans ma vidéo, c'était pas tant la qualité d'image, mais plutôt la qualité de la voix. Je pense que la qualité de la voix n'y est pas non plus, mais c'est pas grave. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye. Et bonne fête. Ah oui, joyeuse fête, je le répète.